merci de m'accueillir ici. Donc, moi, je m'appelle Loïc Lextrait. Je suis un des dirigeants d'une société qui s'appelle Evaveo, qui est basée à Lyon, qui est spécialisée dans la création de contenu numérique pour le secteur de la formation. Et notamment, notre cœur de métier, c'est la réalité virtuelle. Voilà. Donc, on existe depuis 6 ans. Et on travaille beaucoup avec le secteur agroalimentaire. Voilà. C'est dans le sens. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que la réalité virtuelle? Donc, la réalité virtuelle, c'est une expérience. Enfin, on va reproduire une expérience sensorielle à partir d'images 3D, tridimensionnelles. Et puis, on va pouvoir interagir avec des objets ou des avatars numériques. Pour commencer, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Virtuality, qui est un projet européen qu'on mène en ce moment avec différents partenaires étrangers dans la Belgique et l'Autriche. Les partenaires français, c'est l'ANIA, Xender, Evaveo, Ocapiat, qui est l'OPCO de l'agroalimentaire et de l'agriculture et des territoires, et pêche. Je n'oublie personne. La Belgique, donc Alimento, qui est le pendant de Ocapiat en Belgique, et la LVA en Autriche. Donc, ce projet-là est sur 3 ans. Il vise à mener une étude d'impact de la réalité virtuelle sur le secteur agroalimentaire, mais aussi de mener une expérience, donc un module de réalité virtuelle sur différentes thématiques comme la sécurité, l'hygiène, la conduite de ligne. Donc, c'est un très gros projet qui est très intéressant puisqu'on est en communication avec ces autres pays. Alors là, vous avez la primeur d'avoir quelques chiffres de l'étude qui va sortir théoriquement courant août et septembre. Donc, on a eu à peu près 375 réponses sur l'enquête. Il en ressort, alors les cibles, c'était les entreprises et les organismes de formation du secteur agroalimentaire, donc français, belge et autrichien. Donc là, je vous donne quelques indicateurs intéressants. Donc, les utilisateurs, comme vous pouvez le voir, de la réalité virtuelle, ça va être quasiment sur les pays tous les mêmes, donc ouvriers, employés, cadres. Donc, ce qui dénote que la réalité virtuelle s'insère quasiment sur tous les postes et à tous les niveaux. Les domaines dans lesquels on va retrouver les expériences de réalité virtuelle, enfin ces formations de réalité virtuelle, alors là, il n'y a pas vraiment de surprise. On voit que c'est la sécurité au travail et la sécurité alimentaire, ce qui sont un peu des thèmes prédominants dans le domaine agroalimentaire, puisqu'ils peuvent avoir un impact financier et humain très fort lorsqu'il y a un problème. Ce sont des formations qui sont obligatoires et que tout salarié doit réaliser tous les 2 ans minimum. Et donc, il y avait, et c'est une des raisons pour lesquelles ce chantier avait été ouvert, il y avait une lassitude de ces formations-là. Et donc, du coup, d'aller pour ces formations, elles étaient bâclées et les acquis étaient négatifs. D'où l'attractivité de ces solutions immersives qui amenaient une bouffée d'air dans de renouer l'attractivité et la compétence. C'est ça. Alors après, tout n'est pas rose dans le secteur de la réalité virtuelle. Il y a des freins, il y a des gens qui n'y vont pas, des entreprises qui ne peuvent pas y aller, qui ne souhaitent pas y aller. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a deux raisons qui sont assez simples. Il y a l'équipement. Alors, ça tend à devenir un petit peu plus simple parce que ça demande quand même des dispositifs qui peuvent être contraignants puisqu'il faut un ordinateur à l'époque et un casque. Maintenant, on a des casques autonomes un peu moins puissants, donc on ne peut pas réaliser tout type d'expérience, mais ça n'arrête pas de changer et d'évoluer tous les mois avec des nouveaux dispositifs. Et l'autre frein, forcément, c'est le coût financier, parce que ces expériences-là ont un certain coût, alors qui tend aussi à baisser parce que la technologie et les personnes qui sont en charge de réaliser ces expériences, il y en a de plus en plus, donc les coûts commencent à diminuer et on arrive à des choses qui deviennent, on va dire, un peu moins chères. Je ne vais pas vous donner de chiffres financiers. Enfin, on est dans le domaine du... Enfin, je pourrais vous donner une fourchette assez large, mais si vous voulez, ça peut aller entre 15 et 150 000, 200 000, voire ça va dépendre de l'expérience que vous voulez. C'est comme un film, en fait.
C'est la différence entre, je sais pas, je vais citer de films, mais entre un petit film et Star Wars. Voilà, c'est pareil. Alors, on va rentrer un peu plus sur les cas en termes d'agroalimentaire. Donc, les constats en agro sur le secteur. Il y a de la tension sur le secteur parce qu'il y a des besoins croissants des clients, donc ce qui demande une adaptation constante des systèmes de production, d'innovation, mais en même temps de la formation des salariés pour être en phase avec ces nouveaux systèmes de production. Le deuxième constat, c'est le manque d'engouement du public pour ces métiers-là. Oui, voilà, le secteur peine à recruter, il n'est pas très attractif. Alors, je sais pas, les causes, elles sont... Bon, elles sont assez évidentes. Il y a un problème de salaire, c'est en train de changer, et un problème aussi de pénibilité au travail. Voilà. Mais tout ça évolue et ça change. Donc, face à ces deux constats, la réalité virtuelle peut aider à répondre, ou tout du moins à aider à changer les choses. Pourquoi ? Parce que grâce à la réalité virtuelle, on va pouvoir créer des outils spécifiques pour essayer de faire monter les gens en compétences au travers de formations. On va pouvoir aussi amener de la digitalisation et de la modernisation des formations auprès des publics. Donc, ce qui sous-entend d'améliorer l'attractivité des métiers, puisque là, les personnes qui vont vouloir postuler vont pouvoir passer des formations ou même des tests en réalité virtuelle. Et aussi, quelque chose de très important, c'est l'implication des équipes. C'est-à-dire qu'un module de réalité virtuelle, suivant notre philosophie à nous, c'est de mettre en commun l'expérience de tous les acteurs, c'est-à-dire les salariés, les experts métiers, les formateurs, pour créer quelque chose qui soit pertinent et déployable. Alors, les avantages de la réalité virtuelle, on va les retrouver sur des scénarios qui peuvent mettre des pédagogies différenciantes, comme la pédagogie de l'objet technique, puisqu'on peut démonter, réparer des objets virtuels. La pédagogie de la découverte, je cherche, j'explore, j'ai l'analyse. L'apprentissage par l'erreur, je peux tester, casser sans qu'il y ait de problématiques de matières premières ou de déchets. Et la pédagogie par l'expérience, parce que je vis et je vais pouvoir transposer et intégrer plus facilement, puisque on est vraiment sur une expérience de la vraie vie. Je viens vraiment faire ce que je fais dans le réel, mais en virtuel. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est très intéressant pour le secteur industriel, notamment sur l'agro. Il n'y a pas de limite d'accès, donc je peux effectuer la réparation et la maintenance de la machine quand je veux. Je ne suis pas obligé de faire la formation sur la machine, la vraie machine. Il n'y a pas de contrainte d'horaire, il n'y a aucun risque pour l'intégrité physique, donc je peux me blesser en réalité virtuelle sans que ça ait un impact sur moi. Pas de risque de contamination produit, pas de contrainte d'utilisation des matériels, et pas de consommation ni de matières premières. Par exemple, là, on est en train de mener des choses sur la découpe de viande. Là, on jette pas, si on se trompe, on ne gêne pas le filet de bœuf. Voilà. Alors, les avantages au niveau de l'attractivité, ce qu'il faut voir, c'est que la technologie de la réalité virtuelle, elle va pouvoir donner aux salariés et aux futurs entrants une nouvelle façon d'imaginer le métier et d'être confronté à ce métier-là. On va pouvoir faire passer de nouveaux savoirs, de nouvelles choses. Donc, il y a forcément c'est nouveau, innovant. Donc, on dépoussière un peu les anciennes façons de former. On peut aussi voir que ça va favoriser les ancrages mémoriels avec la différenciation, et ce qui permet d'accompagner les démarches visant à valoriser l'attractivité. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de temps. Par rapport aux soft skills, alors le soft skill, c'est devenu un peu le nerf de la guerre dans les entreprises, parce que les compétences, on peut les avoir, on peut les apprendre. Le comportement, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Sauf que la réalité virtuelle peut aider. Les neurosciences ont prouvé qu'on pouvait, grâce à la réalité virtuelle, amener de nouvelles compétences de mémorisation et d'acquisition de compétences cognitives sur la compréhension des informations et la mémorisation. Et au travers de la réalité virtuelle, on va pouvoir travailler avec des avatars numériques qui vont pouvoir répondre à des actions ou à des phrases de l'utilisateur, et on va pouvoir apprendre, s'améliorer et avoir le retour en direct sans mettre en péril, on va dire, une négociation commerciale, par exemple.
Alors là, la dernière partie, c'est par rapport au métaverse. Alors le métaverse, en ce moment, c'est un peu… enfin, tout le monde en parle. Alors, effectivement, dans le futur, on espère que… Enfin, on espère. On pense qu'effectivement, beaucoup de monde se formera avec un casque de réalité virtuelle. Une fois que le matériel sera moins cher et plus léger, ça va forcément se démocratiser. Et alors, ce qui est intéressant dans le métaverse, c'est qu'on va pouvoir collaborer, discuter, échanger avec d'autres et donc avoir une formation digitale face à des machines, face à des situations en mode collaboratif. Alors, je pense que d'ici 5 à 10 ans, ça sera quelque chose d'assez commun dans les entreprises françaises et internationales. Voilà. Xander, à toi. Merci. En bas. Donc, vous m'entendez? Donc, bonjour à tous, je me présente. Xander Egal, je suis responsable des affaires internationales et innovation au sein de l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries alimentaires. Donc, quelques chiffres rapides. L'industrie agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel de France, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 milliards d'euros. Près de 435 000 emplois directs, 3,5 millions si l'on inclut également les emplois indirects. Il y a 15 000 entreprises, un peu plus de 15 500 pour être précis. S'il y a évidemment des grands groupes tels que Danone, Nestlé ou autres, ces 15 500 sont composés en majorité de PME et de TPE, environ 98% d'entre elles. C'est l'un des rares secteurs également qui est positif en termes d'excédent commercial. On critique souvent effectivement la balance commerciale française, mais l'industrie agroalimentaire est un acteur essentiel dans le commerce extérieur. 70% de tout ce qui est produit en France est transformé par l'industrie agroalimentaire. Les 30% restants sont donc principalement des fruits, légumes et également les eaux minérales. On parle ici en tonnage. 80% de tout ce qui est consommé en France a été produit en France. L'industrie est souvent critiquée par le fait qu'on importe de l'autre bout du monde, mais en pratique, non, 80% de ce que l'on consomme a été produit ici chez nous. C'est un secteur en pleine mutation et qui essaie de s'engager sur les principaux défis auxquels nous faisons face actuellement. L'un des premiers défis, c'est une alimentation équilibrée et surtout diversifiée pour tous. On essaye d'améliorer en permanence l'offre alimentaire, qu'elle soit plus riche en fibres, moins salée, moins sucrée, etc., en informant de mieux en mieux le consommateur et en créant des contenus pédagogiques qui ciblent notamment les personnes les plus sujets à ces derniers, à savoir les enfants, ceux qui sont les plus sensibles à ceci. C'est un secteur qui innove massivement. Près de 3000 innovations produits sont faites chaque année, principalement donc sur ce dont j'ai parlé avant, les produits donc à base de protéines animales, mais pas aussi protéines du futur, donc les protéines végétales, mais aussi tout ce qui va être aliments riches en fibres. L'objectif, et c'est d'ailleurs déjà le cas, c'est de faire vraiment de la France un des leaders mondiaux dans ce sujet. Et évidemment, c'est une industrie qui se transforme, et notamment la transformation écologique est essentielle pour l'industrie agroalimentaire pour faire face aux défis qui sont les nôtres, pour nourrir la population et avoir un modèle durable, principalement donc sur trois moyens d'action, à savoir la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction de l'impact carbone des sites industriels et aussi favoriser la circularité des emballages, mais également des transports. L'ANIA, en quelques mots, qu'est-ce que nous sommes? Donc, nous représentons 31 syndicats métiers, tels que par exemple les brasseurs, la charcutier, les produits laitiers, etc. Et également, nous sommes implantés en région sous forme de 17 associations régionales. Notre mission, c'est de promouvoir un mode de vie sain et une alimentation équilibrée, soutenir la compétitivité et le développement des entreprises, encourager vers un modèle durable et de développer les compétences et valoriser les métiers. Notre rôle, concrètement, c'est vraiment de représenter, d'informer et d'accompagner toutes les entreprises auprès des pouvoirs publics, des médias et des consommateurs pour valoriser leur contribution et leur rôle dans la société française. L'innovation, elle répond absolument à tous les défis qui ont été précités avant, à savoir la promotion et le soutien à la compétitivité, etc. L'industrie agroalimentaire, c'est un métier, c'est une multitude de métiers. Il y en a de la conception des produits à tout ce qui va être logistique, financement, transport, la réparation, tout ce qui va être le commerce, tous les domaines d'ingénierie. C'était vraiment une industrie transversale qui touche, donc, avec 435 000 emplois, tous les secteurs possibles. C'est un secteur donc, qui innove massivement, contrairement au reste du reste de l'industrie. 65% des industries agroalimentaires innovent en permanence, contre donc la moitié, 50% pour le reste de l'industrie. 2 tiers des innovations ont un effet positif direct sur l'environnement, et c'est souvent ce qui est recherché.
Et fait assez amusant, c'est que tous les 5 ans, lorsque vous allez au supermarché actuellement, il y a 5 ans, la moitié des produits n'existaient pas. Tous les produits ont été renouvelés. Évidemment, il y aura toujours les grandes marques, les Coca-Cola ou autres, qui, elles, vont durer dans le temps. Mais ceci est dû notamment par rapport au fait que l'industrie s'adapte à son temps. Elle crée en permanence des produits qui vont être à la fois plus attractifs pour les consommateurs, mais également meilleurs pour eux et pour rester compétitifs. Depuis 2014, il y a une réelle hausse de la part du chiffre d'affaires qui a été consacrée à l'innovation. Avant, cette part de chiffre d'affaires consacrée à l'innovation était relativement faible, du fait que c'est un secteur très concurrentiel avec des faibles marges. La part du chiffre d'affaires a augmenté cependant de 50% depuis 2014, et en 2022, on espère qu'elle augmentera de 70% par rapport à la même année. La France se trouve même maintenant elle trouve la première place européenne en termes d'investissement supérieur à 1 million d'euros. Des innovations, il y en a de tous les types, évidemment, que ce soit dans les procédés industriels et sur les innovations produits, mais c'est un secteur qui se démarque parce qu'il y a énormément d'actions et d'accentuation qui est faite sur tout ce qui va être marketing et tout ce qui va être innovation organisationnelle. Quels sont les principaux intérêts de l'innovation? C'est évidemment la recherche de la performance, à la fois que ce soit pour la réduction des coûts et l'augmentation des rendements, pour avoir toujours des aliments plus sains et plus performants. Parce que s'il y avait jusqu'à l'année dernière un réel focus des consommateurs sur les produits bio notamment, celui-ci est un très net recul et on n'est plus sur un rapport qualité-prix, mais sur un rapport quantité-prix et qu'est-ce que cela m'apporte concrètement. Donc on est en permanence en train de se réajuster et de repenser en permanence la production des produits que l'on fait. Donc, c'est toujours des produits sans cesse innovants. Concernant la transition technologique, évidemment, l'industrie agroalimentaire a souffert de son manque d'investissement et doit se renouveler et doit se moderniser afin d'être toujours plus compétitive. Et enfin, évidemment, la transition écologique, c'est un secteur qui est en pleine transition et qui doit être accompagné à la fois par des subventions publiques, mais également par de nombreuses innovations, tant la gamme de produits est large. Il y a réellement besoin de très nombreuses innovations qui sont totalement toutes différentes. La question de la traçabilité, c'est l'un des principaux enjeux de ces années. C'est le consommateur, lorsqu'il achète un produit, il ne fait plus juste un achat impulsif. Il y a réellement c'est un acte militant, un acte réfléchi. Il souhaite avoir accès au maximum d'informations possibles. Et ces technologies, donc que ce soit la blockchain ou tout ce qui va être le traçage, est vraiment quelque chose qui est réellement recherché par le consommateur et donc important pour les industriels. Important pour les industriels, pour ses consommateurs, mais également pour ses propres clients, pour savoir combien de produits vont arriver, exactement où, quand, comment. En cas de crise également, comme il y a pu en avoir récemment, la traçabilité permet un rappel de produits efficace. Enfin, l'attractivité, c'est un secteur donc à 435 000 emplois qui a recruté l'année dernière plus de 80 000 personnes. Cependant, c'est un secteur, comme l'a souligné Loïc, qui manque d'attractivité, avec 30 à 40 000 emplois qui sont non pourvus par an. La raison, ce sont souvent des emplois peu qualifiés avec des tâches fastidieuses que l'innovation permet de combler par la robotique principalement. Avec des métiers plus qualifiés et des compétences plus diverses, cela attire davantage de personnes et ça offre davantage de perspectives de carrière plus grandes aux salariés et de possibilités de bouger au sein même des entreprises entre elles. Un exemple donc qu'a cité Loïc juste avant, avec lequel on croit beaucoup, c'est le projet Virtuality. Donc, comme Loïc l'a présenté, c'est un programme de 3 ans avec 5 partenaires européens, financé par l'Union européenne, le fonds Erasmus+. Et l'objectif, c'est de moderniser et de développer la formation professionnelle pour répondre davantage à la fois aux besoins des industriels, mais également des besoins des jeunes qui veulent travailler. Les objectifs sont donc de développer des modules. Ça va être des modules, par exemple, potentiellement des découpes de viande, de conduite de ligne ou autres, pour le travailleur de l'industrie agroalimentaire et donc d'adapter une nouvelle forme d'enseignement que l'on va délivrer aux jeunes apprenants. L'objectif, c'est donc d'améliorer l'attractivité des formations et donc le niveau des compétences qu'il y a dans le secteur, en encourageant à la fois la mobilité interne. Plus une personne est compétente, plus elle peut bouger à l'intérieur d'une même entreprise et effectuer des tâches différentes. Encourager, évidemment, avec la virtuelle, les développements de pratiques sûres et durables. Et du coup, l'usage de la réalité virtuelle, notamment dans ce cas-là pour l'industrie agroalimentaire, c'est vraiment à la fois de réduire le temps de travail des formations, la diminution des risques d'accident, mais également, surtout, l'aspect innovant et attractif de l'outil qui nous permettra peut-être de recruter ces 40 000 personnes restantes tous les ans. Voilà. Merci beaucoup d'avoir... L'intérêt, c'était de faire un jour sur le statique pédagogique
spécifique et de voir comment une filière professionnelle envisage le développement des compétences avec la stratégie carrière, l'éducation pédagogique au service de quelle stratégie compétences et enjeux de compétences. Alors maintenant, on va ouvrir le débat avec Mathieu qui va se lancer sur cette première pierre, sur dire ces innovations technologiques et virtuelles, mais pas que, tout cet univers d'innovation technologique, comment au niveau du réseau des IUT être approprié, quelles sont les perspectives aussi, et au service de quel enjeu. Voilà, merci pour cette introduction. L'idée, c'est de proposer une solution de pédagogie différenciée pour faire réussir nos étudiants le mieux possible. Donc, ce que je vais proposer ici, c'est une plateforme qu'on appelle Réussir. C'est une application donc gratuite, Bac-3, Bac+3, qui tourne sur une plateforme pédagogique Moodle, qui peut être utilisable à la fois par les enseignants ou par les étudiants tout seuls, en présence ou à distance, ou en mixant les deux. Et pour donner un ordre d'idée, cette année, c'est un peu plus que 12 000 étudiants qui l'ont utilisé au semestre 1 dans nos IUT. Donc l'idée, c'est de répondre principalement aux différences de niveau des étudiants lorsqu'ils arrivent à l'IUT ou même lorsqu'ils y sont déjà. Selon leur vie précédente, on a aujourd'hui à peu près 50% de nos étudiants qui viennent de bac général, 50% de bac techno, ils ne viennent pas avec le même bagage. Et puis la réforme du bac fait que même dans un bac général, ils ont pu choisir des spécialités différentes. Les mathématiques sont moins suivies qu'avant, la physique-chimie également. Et donc lorsqu'ils arrivent dans nos IUT, ils ont des parcours qui est très différencié. Et donc, on a besoin d'apprentissage et de remise à niveau de nos étudiants. Et donc, la solution que l'on propose, c'est basée sur un ensemble de quiz formatifs, scénarisés. Vous avez sur le côté droit ici l'ensemble des thèmes qui sont proposés. Je ne vais pas les relire, mais vous en avez 28 au total, un peu plus que entre 5 et 600 quiz qui ont été construits, principalement sur le domaine scientifique, mathématiques, physique et chimie. Donc la plateforme Réussir que l'on a développée, elle propose un espace de cours personnalisé par formation voulant dire par département. Tout à l'heure, dans la liste de cours de thèmes que je vous ai montré, eh ben, les besoins ne sont pas les mêmes dans un département secondaire que dans un département tertiaire. Les probabilités, les statistiques ne sont pas forcément il n'y a pas les mêmes besoins. C'est donc on va donc adapter les thèmes à chaque spécialité enseignée à l'IUT. On va proposer des espaces de cours qui vont être scénarisables en fonction des attentes et des besoins de chaque collègue. Et l'idée, c'est de permettre aux enseignants d'identifier les points faibles d'une promo ou de certains étudiants et de prescrire des parcours individualisés pour y remédier. Et évidemment, de suivre la progression. Donc, notre plateforme est basée sur 6 fonctionnalités différentes. Un positionnement global qui sert de diagnostic, souvent utilisé au démarrage des cours en début de semestre. On peut enchaîner par un positionnement par thème qui, lui, va nous offrir un diagnostic plus fin. Et ensuite, on va pouvoir faire de l'entraînement par thème en fonction des besoins propres de chaque étudiant. Et puis, un avancement jusqu'à de l'auto-évaluation. Et enfin, aller jusqu'à de la certification, souvent qui conduit à l'enseignant à être capable de mettre une note en fonction du niveau acquis à la fin de la formation. Donc, ça c'est la fonction de positionnement global adaptée à chaque spécialité. Par exemple, celle que je vous ai mis ici sur le radar, c'est le département HSE, hygiène, sécurité, environnement, où on voit la collègue qui a obtenu le profil de sa promotion dans chacun des thèmes qu'elle avait identifiés. On voit par exemple que le thème des proportionnalités est très bien maîtrisé. Par contre, que le thème factorisé est à un niveau intermédiaire. Donc, l'enseignant a dès le départ le niveau global de sa promotion et puis il a accès, s'il descend à l'étage en dessous, à exactement les mêmes réponses, mais cette fois-ci, c'est sur un étudiant. Et donc, cet étudiant-là, appelons-le Arthur, mais on peut l'appeler comme on veut, où là, le collègue, l'enseignant, a accès vraiment, et Arthur également,
a accès à son profil. Et donc, l'enseignant et l'étudiant sont capables de voir, par exemple, sur la proportionnalité, lui, c'est très, très bien maîtrisé. Par contre, sur le thème des équations à un inconnu, équations du premier degré, eh ben, il a des lacunes. Et donc, ce positionnement global va permettre en une première passe d'identifier les points sur lesquels il faut travailler. Et ensuite, on va pouvoir passer sur un positionnement par thème qui va correspondre à des quiz plus fins pour identifier ce qui est maîtrisé, soit par la promotion globale, soit par Arthur lui-même, de ce qui ne l'est pas. Et donc, on va pouvoir arriver sur une étape, une prescription, on va dire, plus fine, pour dire à l'étudiant, ben voilà, par exemple, cette équation-là, il avait réussi ou pas à la résoudre. Et si ce n'est pas maîtrisé, eh ben, on va pouvoir enclencher vers des quiz spécifiques sur maîtriser les équations du premier degré. Parce que cet étudiant-là en a besoin, peut-être pas les autres. Et donc, si on regarde ici, on va lui proposer plusieurs thèmes d'équations au premier degré pour voir ce qui est maîtrisé ou pas dans cette grande famille-là. Et puis, est-ce qu'il a des difficultés sur la différenciation entre l'opposé et l'inverse? Est-ce qu'il sait résoudre à x égale b? Est-ce qu'il sait résoudre x plus a égale b, etc. Et donc, tous les cas typiques d'équations du premier degré, on va être capable de les aborder pour voir un peu plus finement ce qui est maîtrisé ou pas. Et donc, derrière, on va pouvoir passer à des quiz d'entraînement sur les thèmes dédiés qui sont proposés aux étudiants. Donc ça aura un rôle formatif parce qu'à chaque fois, on va pouvoir proposer des vidéos de rappel, des fiches de cours de synthèse. Typiquement, sur ce projet-là, on a une centaine de cours de rappel de vidéos très simples qui permet de refixer les attentes qui sont présentes sur chaque thème. Donc, si je fais un bilan, on peut proposer également un cas de pédagogie très simple où on propose à droite, de proposer à l'étudiant et de s'entraîner directement. Mais on peut également mettre des pédagogies plus élevées, scénarios plus élaborés, c'est ce que je viens de présenter là. Grâce au positionnement global, chaque spécialité d'IUT définit quels sont les thèmes qui sont importants dans sa spécialité, les fractions, les équations, la proportionnalité. Et par exemple, on peut identifier que le thème des fractions est non maîtrisé. À partir de là, on bascule sur le positionnement par thème. On va évaluer plus finement les compétences sur les fractions. Est-ce que c'est additionner des fractions, simplifier, multiplier des fractions qui n'est pas maîtrisé? Et par exemple, on identifie que c'est l'addition de fractions. Et donc, on va entraîner l'étudiant directement sur cette partie-là d'entraînement d'addition de fractions. Puis, on peut aller sur la certification pour dire à la fin, au bout des quelques séances, quelques semaines, finalement, cet étudiant-là, on peut considérer que c'est acquis la partie de fraction globale. Quelques chiffres pour rappeler, sur l'année qui vient de s'écouler, uniquement au premier semestre, un peu plus que 12 000 étudiants qui utilisent et un peu plus que 460 000 tentatives de quiz, à la fois de positionnement, de certification et de validation globale. Voilà, j'en ai fini. Je tiens à remercier très fortement l'ensemble de l'équipe technique qui travaille là. Moi, j'ai aujourd'hui eu l'honneur de vous présenter ce travail-là, mais à la fois les ingénieurs pédagogiques et à la fois les enseignants qui ont produit le contenu et qui ont réfléchi à l'ossature de la plateforme sont à remercier. Et puis, j'ai positionné ici le thème, le lien. Alors, il n'est pas visible, mais ce n'est pas grave. Sur les slides, vous le verrez sur réussir.utenligne.net où on peut accéder à cette plateforme-là. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une ouverture aussi, est-ce qu'il y a des démarches réflexives Et maintenant, il y vient à coup de compléter ces apports des innovations technologiques et l'autre dans votre projet. Merci Catherine. Donc, je me présente rapidement. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Émilien Sanchez. Je suis directeur de la formation professionnelle dans mon université, qui est l'université Jean Moulin Lyon 3. Mais je suis également mis à disposition auprès de France Université Numérique. Vous connaissez certainement FunMOOC pour avoir réalisé quelques MOOC en ligne. Et FunMOOC fait sa révolution depuis un certain nombre d'années, mais a vu ses missions confirmées
pour se développer sur la formation professionnelle et accompagner les établissements, ces 150 adhérents, sur le déploiement de leur offre de formation professionnelle continue en ligne. Il y a de vrais enjeux autour de ça. En tant que directeur de la Forma Pro de mon établissement, je participe à cette association qui fédère l'ensemble des services de formation continue qui s'appelle la FCU, donc attachée aux universités. Et au sein de la FCU, on a positionné un certain nombre d'enjeux et un certain nombre de constats qui sont devant nous, notamment en matière d'accompagnement des transitions. Et on le voit, aujourd'hui, notre monde est en pleine transition, que ce soit la transition numérique, la transition écologique et environnementale, la transition organisationnelle, managériale. Et ces transitions nécessitent un accompagnement qui puisse être homogène et global de la part des établissements, dont aujourd'hui l'offre est particulièrement atomisée. Quand on est un dirigeant d'entreprise qui agit sur l'ensemble du territoire national, et que l'on veut accompagner ses salariés pour développer les compétences qui leur permettent d'affronter ces transitions, eh bien, on est bien embêté. Quand on veut trouver une offre universitaire, on doit aller consulter l'ensemble des sites des universités et on y trouve une offre très atomisée et donc de vraies difficultés de pouvoir trouver une offre globale. L'idée est donc de pouvoir apporter une réponse collective et homogène de l'ensemble de l'université pour accompagner ces transitions et donc de proposer une offre de formation professionnelle continue qui puisse être digitalisée. Et là, les universités, même si dans les suites de la période Covid, ont accéléré leur mouvement de production de contenu à distance et de parcours de formation à distance, eh bien, il y a un certain retard qui existe aujourd'hui. Et l'idée est d'être ensemble pour aller plus vite et de mutualiser un certain nombre d'investissements dans ces évolutions. On voit que les modes d'apprentissage évoluent évidemment, que les métiers et les compétences évoluent et l'appétence pour la formation évolue aussi là où l'université est connue et reconnue pour ses longs parcours diplômants sur des sièges et des bancs vétustes à l'université, eh bien, il y a aussi une possibilité de se former sur des axes beaucoup plus courts et donc de mettre en avant pour nous cette notion de certification autour des blocs de compétences tels que la loi de 2018 nous le permet, mais de travailler dans notre écosystème à des certifications encore plus courtes sur des modules encore plus fins, des durées qui peuvent démarrer à partir de 30 heures de formation et qui deviendraient certifiantes, reconnues dans un écosystème. Donc, des vraies nécessités de coopération et de mutualisation. On le voit, l'intégration de notamment la réalité virtuelle à d'écoute, mais présente de vrais intérêts pour développer la capacité d'apprentissage de nos actifs en formation. Et donc, cette réalité virtuelle, l'intégration de l'intelligence artificielle, de jeux sérieux, nécessite des investissements que ensemble, on est capable de lever par la mutualisation. En 2020, quand j'ai rejoint France Université Numérique, on a posé un certain nombre d'objectifs liés à ces constats et on s'est fixé pour objectif de fédérer un collectif d'établissements de manière à pouvoir travailler ensemble sur une approche homogène des réponses à ces transitions. Il était nécessaire et il est toujours nécessaire de développer des formations qui soient certifiantes, mais qui soient également innovantes, intégrant un certain nombre de ces éléments nouveaux en pédagogie. On s'est fixé pour objectif de construire une place de marché nationale de l'offre de formation continue des universités en ligne, de manière à la rendre visible là où elle était jusqu'alors très atomisée, et de proposer sur cette plateforme une expérience utilisateur qui soit pleinement optimisée et homogène. Une fois que vous avez trouvé votre offre de formation continue sur le site de l'université que vous avez sélectionné, aujourd'hui, c'est encore un parcours du combattant pour arriver à obtenir sa convention de formation et pour arriver jusqu'à même la facturation de son action de formation. Et nos clients entreprises nous disent bon, c'est super, une vraie bonne expérience de notre salarié en formation. Pour autant, 1 an et demi après l'action de formation, on n'a toujours pas la facture. Qu'est-ce que vous faites dans vos services universitaires? Donc, l'idée est d'être plus performant sur l'ensemble de la chaîne de production de la formation.
Alors pour ça, on a construit un projet avec une vingtaine d'universités, 2 partenaires majeurs que sont l'ANSTIA, cette association qui regroupe les personnels liés à l'ingénierie pédagogique dans nos établissements pour faire cours, mais également avec la FCU, donc ce réseau des universités en formation continue, et 19 universités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire qui constitue ce projet Digital FCU, avec le soutien d'un certain nombre de partenaires. Digital FCU, c'est quoi? C'est un projet qui est porté dans l'appel à projet compétences et métiers d'avenir dans le cadre de France 2030, qui déploie un certain nombre d'investissements pour transformer l'appareil de formation. Et on a souhaité répondre dans un axe qui est l'axe transition numérique en formation. Comment on accompagne les formateurs dans cette transition numérique et comment on les accompagne pour intégrer davantage l'outil numérique en formation. Et donc, on a constitué un projet pour accompagner cette transition numérique des formateurs qui vise à former un ensemble de communautés qui touchent bien entendu le formateur professionnel qui intervient en entreprise, mais qui vise également ce secteur qui est particulièrement touché dans les suites post-Covid, ce secteur de l'ingénierie et du conseil en pédagogie, puisque aujourd'hui les ingénieurs et conseillers pédagogiques sont une ressource qui est devenue rare et qu'on a du mal à recruter dans nos établissements. Donc l'idée est de démultiplier, de massifier la formation de ces ingénieurs et conseillers pédagogiques. Mais on vise à accompagner également le domaine de la validation d'acquis qui est aujourd'hui en pleine transformation, le domaine de l'entrepreneuriat. On a besoin de pouvoir accompagner davantage des jeunes créateurs et moins jeunes d'ailleurs, créateurs et repreneurs d'entreprises, et donc de démultiplier ces professionnels qui sont en capacité d'accompagner ces projets entrepreneuriaux. On est donc dans cet axe, et c'est un premier axe que Digital FCU veut accompagner, cette transition numérique dans le domaine de la formation. Mais d'autres projets pointent déjà sur l'accompagnement à la transition écologique et environnementale. On travaille auprès de France Université et la commission portée par le président de l'université Clermont-Auvergne en matière de conception de formation pour l'ensemble de nos publics dans le domaine de la transition environnementale. Et on travaille aussi sur le domaine de la décarbonation, sur le déploiement de l'hydrogène, un ensemble de sous-secteurs. L'idée est de déployer dans nos formations une approche compétence, évidemment, hybrider nos parcours de formation, permettre qu'on puisse mutualiser sur des éléments pédagogiques à distance, mais de manière aussi à laisser la place à des enseignements présentiels sur l'ensemble des territoires, mutualiser, comme je l'évoquais, mutualiser les forces pour avoir une approche transverse de l'ensemble des sujets, mais également mutualiser pour réduire les coûts et obtenir des économies d'échelle et permettre l'intégration du meilleur des innovations pédagogiques, et puis modulariser, parce que ça c'est essentiel. On le voit aujourd'hui, les temps longs de formation sont beaucoup moins accessibles à une personne qui est active et qui est notamment en poste, et donc permettre d'accompagner l'évolution des métiers et des compétences au travers de formats plus courts. Et là, on travaille chez France Université Numérique dans le cadre et avec nos collègues à l'échelle de l'Union européenne, puisque France Université Numérique travaille sur la question et l'évolution des micro-certifications dans le cadre national des certifications, et on accompagne les pouvoirs publics sur ce nouveau cadre à venir des micro-certifications qui permettent de mobiliser les fonds mutualisés aujourd'hui sur des blocs de compétences et demain sur des éléments plus fins de reconnaissance de l'acquis de la compétence. Alors, le principe de construction de nos formations, comme je l'évoquais, s'appuie sur des micro-certifications, donc ces briques qui sont entre 20 et 40 heures de formation avec une cible à 30 heures de formation, qui s'appuient évidemment sur des blocs de compétences. Aujourd'hui, le système national des certifications permet de déployer des fonds mutualisés sur des blocs de compétences.
l'idée est de pouvoir accompagner par la création de DU et DU, surtout dans le cadre de nos mutualisations, un ensemble le déploiement de formations en réponse à des besoins qui se manifestent sur l'ensemble du territoire, et bien sûr d'accompagner la digitalisation de l'ensemble des diplômes nationaux qui sont aujourd'hui ouverts dans nos établissements en matière de formation professionnelle continue. Tout cela, bien entendu, et ces micro-certifications doivent permettre à un individu de capitaliser pour obtenir tout ou partie d'un diplôme. Et puis, évidemment, je l'évoquais, le projet laisse la place et place l'innovation pédagogique au cœur de son approche. Innovation pédagogique déjà par la mutualisation et la mise en connexion de l'ensemble des établissements autour de ce projet, mais par aussi l'intégration de jeux sérieux, de la réalité virtuelle, de certains modules d'intelligence artificielle dans la formation qui apportent un véritable plus à la pédagogie. Et voilà pour ma part. Merci bien. Alors, pour un propos conclusif, les intervenants décidaient de reconstruire une petite diapo de synthèse pour porter des messages clés. Est-ce que c'est conclusif? 4 mots-clés pour réussir le challenge et répondre aux besoins sociétaux, tout en rappelant peut-être le propos qui a été tenu à la plénière introductive hier par les représentants de l'État sur les enjeux de la loi à venir. Alors, on dit loi à venir par un raccourci, mais liberté de choisir son avenir professionnel, avec le sous-titre qui a été rappelé par Stéphane Rémy de la DGEFP, vers une nouvelle société des compétences. Pourquoi? Parce qu'il va falloir former et développer les compétences sur des compétences qu'on ne connaît pas encore. Et donc, il faut gagner en agilité. Tous les dispensateurs de formation sont amenés à gagner en agilité sur ce registre-là pour répondre à ces besoins sociétaux. Donc, 4 mots-clés ont été définis. Alors, finalement, ils se projettent mal. Je ne sais pas, ça doit être la version qui dénature la version. Je vais donc les citer et puis chacun va choisir le propos qu'ils ont envie de porter en message clé avant de passer aux questions-réponses. Donc, il y avait le terme de coopération à grande échelle, de co-construction et de consolidation, de co-innovation et de concertation, de collectif et de transdisciplinarité. Alors, on y retrouve ce terme co, une génération co qui s'annonce finalement. Donc, je ne sais pas, Emilien, vous voulez lancer les illustrations sur ces 4 mots-clés que nous avions choisis pour préparer ce mot conclusion. Alors moi, je ne sais pas choisir, je prends les 4. Oui, les gourmands. Mais oui, coopération à grande échelle. Aujourd'hui, les universités en formation professionnelle, c'est 2% du marché de la formation professionnelle en France. Et toutes les universités réalisent que du coup, la concurrence, elle est à l'extérieur. Elle n'est pas dans les 2%, mais elle est bien sur les 98% sur lesquels elles ont pourtant des atouts à proposer. Et donc, l'idée de pouvoir coopérer à grande échelle pour se rendre plus visible et puis pour se rendre surtout dans des capacités collectives et transdisciplinaires à répondre à ces enjeux sociétaux qui aujourd'hui nécessitent la transdisciplinarité. Les co-innovations, elles apportent évidemment sur l'ensemble des parcours de formation que l'on doit déployer et qu'on doit co-construire, l'idée étant de faire participer l'ensemble de nos établissements sur la co-construction de ces parcours innovants, répondant à cet ensemble d'enjeux sociétaux qui sont devant nous et qui sont aujourd'hui bien entamés. Merci Emilien. Mathieu? Merci, Emilien a été très très bon, il a tout résumé. Ouais, les 4 aussi peut-être, mais si je reprends sur un peu en détail le projet que j'ai présenté tout à l'heure, ça a été de la co-construction, à la fois par nos équipes pédagogiques,
les enseignants dans les IUT qui ont produit les ressources sur lesquelles on a acheté du droit d'auteur, nos équipes techniques pédagogiques qui ont mis en place cette plateforme-là à grande échelle parce qu'aujourd'hui, c'est déployé et proposé à tous les IUT et puis on a dépassé les 12 000 utilisateurs. Transdisciplinarité parce qu'on part des besoins que nous sont remontés par les différents départements sur quoi on a besoin de faire travailler nos étudiants et puis de concertation permanente sur ce projet-là également. Très fort. Non, oui, effectivement, enfin, je crois que l'essentiel a été dit, mais pour ma part, ce qui va être ultra important, c'est la co-construction et le collectif. Par exemple, pour ce que nous, on crée, donc ces fameux modules de réalité virtuelle, je le répète, ce qui est ultra important, c'est de faire participer tous les acteurs, et notamment la cible, c'est-à-dire les apprenants. Nous, lorsqu'on crée ces fameux modules, on les met autour de la table. Lorsqu'on élabore les scénarios, on les met autour de la table avec des casques pour tester, pour qu'on ait les retours terrain. Donc, on est vraiment dans de la co-construction. Et aussi, j'aimerais appuyer le fait que ces modules doivent s'inscrire dans des parcours de formation. Ils ne remplaceront jamais le tout. Il faut vraiment que ça soit en blend. C'est-à-dire qu'il faut mixer ces modules avec du présentiel, avec du micro-learning, avec du distanciel. La clé de la réussite, c'est ça. C'est vraiment de mixer ces technologies pour démultiplier l'effet auprès des apprenants. Voilà. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de demandes d'innovation et on ne peut pas y répondre seul. Alors, il y a des offres, mais qui ne sont pas forcément toujours adaptées à celles elles ne sont pas vraiment toujours en raccord avec des besoins parce que ces innovations sont en permanente mutation. On a toujours besoin de nouveaux produits. Effectivement, tu parlais précédemment du fait qu'on ne sait pas quels seront les besoins de demain. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la particularité sur les micro-certifications qui vont vraiment être un élément clé pour pouvoir répondre aux besoins. Ce sont des besoins qui sont dans tous les domaines et on en aura vraiment besoin de travailler ensemble, que ce soit avec des centres de formation, avec des acteurs comme EvaVeo qui feront des contenus adaptés, mais également sur le travail de fond avec les établissements de formation d'écoles et d'études supérieures comme vous, que ce soit au niveau français, mais également au niveau européen. C'est ce que l'on fait donc avec Loïc, avec des Autrichiens et des Belges, parce que ce sont des problématiques qui sont certes les nôtres, mais qui sont celles de tout le monde et de tout le continent. Je crois même parler d'apprenants, mais c'est aussi parfois y inclure le manager, y inclure le coordinateur pédagogique, la RH. À toutes les échelles de la formation, que ce soit la formation initiale, mais la formation continue également, en permanence. Merci beaucoup pour ce message transition avec la partie questions-réponses. Il nous reste 10 minutes, 10-15 minutes pour partager et discuter sur la thématique proposée. On peut se lancer. Il y a des questions aussi sur la toile. Alors, oui. Alors, je crois qu'il faut le micro pour que vous entendez. Oui, Jean-Luc Chaussavoine, président de l'UT Grand Ouest Normandie. Je posais la question, qui a accès à ces formations en ligne? Est-ce qu'il y a des modalités particulières, par exemple, s'inscrire d'abord à l'IUT pour pouvoir ensuite suivre ces formations? Comment ça se passe? Est-ce qu'un particulier qui prend conscience qu'il a des lacunes dans sa domaine peut solliciter l'université en ligne, par exemple, ou UIT en ligne pour pouvoir bénéficier de formation? Aujourd'hui, non, pas en particulier. La porte d'entrée, c'est l'enseignant. Évidemment, l'enseignant de l'IUT, mais également, on travaille avec des lycées pour qu'ils peuvent s'approprier cet outil-là des lycées. Quelques autres composantes d'université, faculté de lettres, faculté de sciences, INSPE. Donc, principalement, les utilisateurs, c'est les IUT français. Tous les IUT, cette plateforme est proposée à tout le monde, dans toutes les spécialités. Mais la clé, la porte d'entrée, c'est vraiment l'enseignant pour qu'il y ait un suivi et une incitation. On avait fait des tests où on met ça à disposition aux étudiants. En fait,
ils jouent un peu, mais très peu. Et il n'y a que certains élèves, et pas forcément ceux qui en ont le plus besoin, qui vont jouer avec ça. Donc, c'est pour ça que notre clé d'entrée, c'est vraiment l'enseignant qui va être le prescripteur, qui va inscrire les étudiants, qui va suivre leur progression et qui va les inciter. Mais donc, c'est ouvert, hein, évidemment, à tous les IUT, mais également à certains lycées ou certaines autres composantes de l'université. Est-ce qu'à l'avenir, par exemple, des services de formation d'entreprise pourraient passer des conventions avec IUT en ligne pour justement pouvoir diffuser ce type de formation? Oui, ça c'est tout à fait possible. On a discuté au printemps, ça n'a pas abouti, le délai était trop court, mais par exemple avec la région Nouvelle-Aquitaine qui voulait déployer ça à grande échelle à l'ensemble de ses lycéens, donc à l'ensemble des lycées. Mais là, c'est pareil, pour que ça fonctionne, il fallait embarquer l'ensemble des collègues enseignants de lycée. On peut techniquement mettre l'outil à disposition de tous les lycéens, mais l'utilisation aurait été relativement faible. C'est pour ça qu'il y avait vraiment la porte d'entrée des enseignants. Quand on pense aujourd'hui resserrer encore les liens entre l'université et les entreprises, je pense que ce serait un excellent outil pour assurer la formation des collaborateurs dans les entreprises. Si je peux me permettre de compléter le propos de Mathieu, c'est justement tout l'enjeu de rapprocher à la fois une plateforme très grand public. France Université Numérique, c'est 14 millions de clics par an. Il y a 10 demandes d'entreprises par jour pour utiliser les modules qui existent aujourd'hui sur la plateforme. Il y a une plateforme dédiée d'ailleurs aux entreprises avec un certain nombre de contenus qui sont mis à leur disposition et on le voit bien. Beaucoup d'acteurs de la EdTech arrivent sur le marché, sont déjà là sur le marché depuis un certain nombre d'années, viennent souvent démarcher nos enseignants dans les établissements pour pouvoir construire des parcours de formation et des diplômes en ligne. Je ne vais pas les citer, mais on pense à Open Classrooms et d'autres. L'idée, c'est de pouvoir déployer une force publique, d'acteurs publics dans un collectif de confiance, d'acteurs publics pour pouvoir déployer sur ces plateformes à forte visibilité l'ensemble des parcours. Et donc, demain, on souhaite créer cette place de marché de l'ensemble de l'offre des universités pour justement se rendre beaucoup plus attractif et beaucoup plus visible, que ça ne dépende pas de chacune des portes d'entrée d'établissement, mais qu'un responsable formation dans une entreprise qui a un rayonnement national, international, puisse trouver assez facilement sa réponse formation, y compris certifiante et diplômante, quelle que soit la durée de sa formation, sur un espace. Et c'est la force de cette association entre les services de formation continue dans les universités et une plateforme grand public telle que France Université Numérique pour donner beaucoup plus de visibilité, d'attractivité à l'offre de formation. Donc demain, l'idée, c'est de pouvoir trouver cet espace sur lequel on peut s'inscrire et obtenir son diplôme totalement à distance ou de manière hybridée. Si je peux compléter le propos, est-ce qu'il y a possibilité de remettre la diapo que tu avais présentée tout à l'heure juste là, voilà, celle-ci. Voilà, je voudrais parler d'un autre projet qu'on mène. Aujourd'hui, on a parlé de réussir, mais dans les IUT, vous savez, il y a un département qui s'appelle GACO, Gestion administrative et commerciale des organisations, et on est en train de le monter sur un GACO à distance, l'intégralité du diplôme, donc les 100% du programme pédagogique sera réfléchi dès le départ pour de l'enseignement à distance et déployé dans nos plateformes. Ça veut dire que si on parle, là, le cercle, c'est le plus large, c'est les diplômes nationaux, mais étant donné qu'on part dans l'idée de construire 100% du programme pédagogique accessible sur une pédagogie à distance, ça veut dire qu'on sera capable de descendre, en quelque sorte, l'entonnoir, de descendre jusqu'au thème de bloc de compétences ou éventuellement de micro-certification, selon les besoins. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, selon les besoins des entreprises, qui, par exemple, pourraient dire, moi, j'ai besoin de faire une remise à niveau en compta, en gestion, en anglais, en commerce international, de mes salariés. Ils ne vont pas venir suivre le diplôme, ils ne sont pas intéressés par le diplôme global sur les 3 années du BUT. Par contre, peut-être qu'un bloc de compétences de 20, 30, 40 heures les intéresse. Et donc, voilà, on part dans cette approche-là de construire 100% du programme pédagogique pour derrière pouvoir s'adresser à tout le monde dans cette grande famille. J'ai une petite question sur ce registre des certifications. Est-ce que vous avez pensé d'inclure tout ce qui est Open Badge ?
Alors oui, FEN travaille à cette question de l'intégration des open badges. C'est quelque chose qui arrive d'ailleurs sur les plateformes de France Université Numérique dès le mois de septembre là, de cette année. Et on travaille beaucoup aussi avec nos collègues de la Caisse des dépôts pour permettre la reconnaissance de ces badges. Vous savez, la Caisse des dépôts travaille pour le compte du ministère du Travail, notamment, enfin la DGEFP, pour construire le passeport d'orientation, de formation et de compétences, ce grand passeport national attaché à chaque individu, comme l'est aujourd'hui la plateforme du compte personnel formation, qui va permettre de vérifier la véracité de l'ensemble des diplômes, mais également de pouvoir lister l'ensemble des compétences acquises, que ce soit au travers du travail, mais de badges acquis. Et donc, on travaille avec la Caisse et avec la DGEFP à permettre la reconnaissance de ces badges. Et ce sont des badges qui peuvent être obtenus. On a réussi tous les exercices d'un parcours ou d'une champion de l'exercice. Voilà, c'est ces éléments de reconnaissance aujourd'hui que l'ensemble des pouvoirs publics souhaitent pouvoir permettre de reconnaître. Et on fait un gros travail sur la notion des badges aujourd'hui. Ouais. Sur ces logiques de badge, pour avoir un témoignage d'une stratégie régionale. Oui, bonjour, Amélie Dumas. Je ne travaille pas à la région Centre-Val de Loire, au conseil régional, mais au Cariforef. Et donc, je peux avoir connaissance d'un certain nombre d'expériences qui se mettent en œuvre. Et effectivement, on travaille, alors, le collectif des acteurs, j'embrasse tout le monde, travaille à pouvoir modéliser, effectivement, alors je pense à des expérimentations tout à fait territoriales, des open badges, mais particulièrement sur le sujet des soft skills. Donc, c'est-à-dire ça part de demandeurs d'emploi, de jeunes qui passent par la mission locale, par exemple, qui sont et qui vont souhaiter, pour faciliter leur insertion professionnelle, bénéficier de l'attestation d'un certain nombre de soft skills qu'ils auraient pu acquérir, alors soit au cours de leur formation, soit au cours de leur expérience professionnelle courte. Voilà. Et donc là, il y a un travail collégial entre acteurs pour vérifier. Alors, il y a cette recherche de preuves et puis derrière attribuer sur une plateforme qui est locale, donc Centre-Val de Loire, qui est en cours de création, enfin qui est créée et qui est en cours de développement, on va dire. Mais donc, c'est des choses qui cherchent à se mailler les unes aux autres. Il y a pas mal d'expériences qui sont en cours. Mais c'est vrai que moi, la question, c'est sur ces… Enfin, du coup, j'en profite, pardon. Il y a beaucoup de choses sur les open badges. Mais moi, la question, c'est la certification, justement, de ces soft skills. Est-ce que dans les expériences, enfin, comment ça se passe? Comment vous validez ça? Vous dites que vous travaillez avec la Caisse des dépôts. Mais donc, du coup, c'est quoi? C'est vérification de preuves? C'est cette ingénierie-là que vous portez et que vous mettez en scène dans le cadre de vos parcours? Alors, évidemment, aujourd'hui, le cadre national des certifications permet… alors, sur les soft skills, il y a beaucoup de choses qui sont à construire et y compris à faire évoluer. Le cadre national des certifications aujourd'hui est regardé au travers du cadre européen des certifications qui est en pleine évolution. On travaille en représentation du ministère de l'Enseignement supérieur avec la DG Emploi et la DG Éducation au sein de la Commission européenne à élaborer ces éléments communs d'un cadre de certification, que ce soit sur les soft skills, mais que ce soit sur des éléments de certification sur des temps beaucoup plus courts et donc à l'infrabloc. Et donc, on travaille avec l'ensemble des pouvoirs publics pour éclairer ce que sera demain l'évolution de ce cadre national des certifications qui aujourd'hui porte sur le bloc de compétences, dont aujourd'hui on voit un certain nombre de limites autour des blocs de compétences et cette nécessité de pouvoir reconnaître des compétences qui soient plus courtes, plus transversales, non inscrites dans l'un des deux répertoires de France Compétences et pourtant permettre à la fois que ce soit éligible au fonds mutualisé et que ce soit reconnaissable et capitalisable dans un écosystème d'acteurs de la formation professionnelle. Ah oui, pardon.
Juste dans l'élan, puis je passe, excuse-moi, c'était juste pour faire le pont avec ma petite question qui s'adressait à Mathieu tout à l'heure dans votre présentation en disant, mais ça peut être aussi, on peut peut-être aussi valoriser des soft skills quand on repère de l'assiduité, de la réflexion par rapport aux évaluations qui ont été faites. Et c'est vrai qu'il y a quelques expérimentations qui ont été menées avec une logique d'open batch sur l'assiduité, la démarche réflexive. Alors tout ça coordonné par une équipe pédagogique, mais peut-être qu'il y a aussi, quand on y verra plus clair dans le référentiel des soft skills, parce qu'on parle des soft skills, il faut développer les soft skills, sauf qu'aujourd'hui, un référentiel n'existe pas en tant que tel, en tout cas d'approuver, et même une définition approuvée des soft skills, c'est un peu difficile d'en trouver une qui convienne à tout le monde. Mais en tout cas, par type de soft skills, il y a quelques tentatives comme ça à travers la toile de tracer la détermination, la capacité à aller chercher des ressources, voilà. Mais ça reste des cas isolés. Alors, excuse-moi, Serge, je vous passe le micro. Ah ben voilà, pour une question. Oui, Serge Sablé, président de l'IUT d'Orsay. On a 3 départements, informatique, mesures physiques et chimie. Alors d'abord, merci pour la qualité de vos présentations complémentaires et montrant que la force du collectif pour l'innovation. Mais je voudrais revenir plus sur la réalité virtuelle et le métavers. Donc la question plus pour Loïc et ensuite pour Mathieu. Si j'ai bien compris au début de la présentation, on pourrait pratiquement découper de la viande de façon virtuelle. Oui, juste un acquiescement, mais ça veut dire quoi en fait pour nous? Dans combien de temps on peut imaginer qu'on n'aura plus de laboratoire, qu'on pourra se projeter dans des TP virtuels? J'ai juste finir, je vous laisserai rebondir tous les deux. Et du coup, au niveau de l'IUT en ligne, est-ce qu'on peut imaginer des formations technologiques avec des TP réalisées à l'extérieur d'un institut universitaire de technologie? Alors, moi, je vais vous citer un exemple. En ce moment, on travaille avec une école, sur une école d'arômes et de parfums, où les TP, ils sont faits, là, on est en train de créer pour les différents départements de l'école des TP en réalité virtuelle. Donc, on a digitalisé leur laboratoire, on a analysé les scénarios pédagogiques et on les a créés. Alors, par contre, je ne vais pas non plus me faire le chancre on enlève tout et on digitalise tout. C'est pas le but. Ça doit être en cohérence. On a besoin quand même d'humains. C'est vrai qu'on tend vers cette digitalisation. Pour les UIT, je peux citer l'école, ce n'est pas un secret, c'est une école c'est les IPCA qui est à Versailles, par l'intermédiaire de Philippe Dubost. Voilà, ils ont pris ce pas-là. Ils le font. Là, on est en pleine création, donc on a les retours des utilisateurs, etc. On fait de l'itération constante. C'est en cours, c'est en train d'être fait. C'est une expérimentation. Alors après, vous dire que ça va tout remplacer, non, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les IUT le feront? Je ne sais pas. Si on imagine pouvoir sentir virtuellement, je pense que tout va être possible. Alors, il faut savoir que c'est quasiment le cas. Il y a une entreprise, alors je ne sais plus, qui met en fait à disposition des espèces de petites fioles qu'on a sous le nez et qui sont déclenchées pour ressentir des arômes. Donc voilà, il y a des choses ça avance quoi, tout le temps. Oui, il y avait aussi les exemples dans des filières de l'industrie alimentaire. Ouais. Le cas des découpes de viande, sur la problématique des apprentis où ils ne peuvent pas utiliser du matériel dangereux, coupant, etc. Et donc là, ça a permis quand même de faire progresser l'apprentissage sur ces filières-là. Il y a quand même des boutiques aussi qui sont organisées à des buts pédagogiques, d'apprentissage pratique. Oui, je te laisse aller plus loin. Ouais, alors, je vais citer l'OPCO de l'agro qui est au CAPIAT, qui a mis en place une plateforme qui s'appelle Entreprise virtuelle à destination des entreprises et des organismes de formation de l'agroalimentaire, dans lequel on va retrouver des modules de réalité virtuelle pour se former. Donc, il y a des choses qui sont faites, alors beaucoup sur la sécurité, sur de la conduite de ligne.
Là, effectivement, il y a des réflexions enfin, pas des réflexions, il y a un développement sur la découpe de matière organique. Alors là, on est dans le domaine du très complexe. Voilà. Donc, on ne sait pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, on est dans un domaine qui est extrêmement compliqué parce qu'il y a les phénomènes de résistance qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, enfin, la tech avance, on va dire. Oui, moi je voulais vous poser une question tout à l'heure. J'avais une question un peu sur les coûts quand même. C'était intéressant votre fourchette, même si elle est extrêmement large. Elle est malgré tout intéressante. Moi, je voudrais vous demander maintenant, en complément, vous avez parlé d'itération. Et donc, du coup, pour avoir un projet fiable, que ce soit dans le cadre d'un MOOC, on est sur des, ou de, je sais pas, réalité virtuelle ou de serious game. Est-ce que vous auriez la capacité de nous dire c'est quoi le nombre d'itérations? Est-ce qu'on aboutit sur des projets fiables rapidement ou est-ce qu'on tâtonne tellement avec le commanditaire que c'est des projets qui s'allongent, il faut 3 ans? Je vais être direct. Il faut juste avoir affaire des professionnels de la création. Il faut avoir. Enfin, je pense que c'est pareil pour les autres types de contenus. La réalité virtuelle, c'est sûr que ça demande beaucoup d'itérations. Nous, on a pris. Alors après, c'est des philosophies d'entreprise, mais par exemple, nous, on prend le parti qu'il y a un moment, on fait un cahier des charges, on signe un contrat, il y a une somme, et cette somme-là, elle n'est pas soumise à variation par les itérations. C'est-à-dire que vous avez le droit, pendant le processus de développement, on fait autant d'itérations qu'on veut. Voilà. Alors, sous couvert qu'elle soit quand même pertinente et pas complètement stratosphérique, mais parce que, je le répète, la finalité, alors après, c'est la culture des Vaveo, mais notre finalité, c'est fait pour que ça soit déployé, mis en place. La contrainte de prix budgétaire, elle existe. Alors après, il y a des modules de réalité virtuelle sur étagère qui existent, donc qui sont moins chers. Nous, on ne fait que du sur-mesure. Donc voilà, nous, on est un peu dans le pas le luxe de la VR, mais voilà, on fait que du sur-mesure. Et sur ces questions d'itération, pour moi, elles sont liées à ce que le scénario pédagogique qui soit très précis, que tout le monde valide ce scénario-là. Donc, ça demande des experts métiers, ça demande des ingénieurs pédagogiques, ça demande des salariés, ça demande des entreprises autour de la table. Nous, on ne fait que de la co-construction. Si un projet chez nous, c'est une table ronde avec des entreprises, des experts métiers, des salariés, des formateurs, et on écrit ensemble, on écrit ensemble ce fameux scénario pédagogique. Et après, on vient le faire tester. Chaque mission est développée, chaque étape est développée. On envoie des exécutables au client. Le client, lui, en interne, il a un groupe de tests. Ils font des tests. Ils nous renvoient un PDF avec plein de lignes dedans. Et on fait les modifications lorsqu'elles sont… voilà. Alors après, c'est une façon de faire, mais je pense que on n'est pas… Enfin, je pense que c'est… Je ne veux pas dire partout pareil, mais… Ouais. Alors oui, ce qui est absolument, enfin, ce qui est un peu génial sur ces secteurs-là, sur la réalité augmentée, la blockchain, la VR, c'est que comme c'est des technos qui sont relativement, on va dire, un peu récentes, on n'arrête pas de s'améliorer. On fait de l'amélioration continue dans nos process en permanence parce que on apprend des retours des utilisateurs, des retours des clients. Donc, c'est vrai que c'est que des processus où plus on avance, plus on grandit et plus on arrive à créer des choses. Alors, je ne vais pas dire rapidement parce que ça serait… Nous, un projet, il peut durer ça peut durer 12 mois, ça peut durer 24 mois. On a des projets, alors des fois, on a des projets sur 2 mois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, alors, la petite particularité, c'est qu'on a développé notre kit de développement. En fait, on a un outil en interne qui s'appelle Vorta, qui est un SDK, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais qu'on a développé pour réaliser des expériences de réalité virtuelle quasiment. On a industrialisé certaines choses, quoi. Donc, ça nous permet de répondre assez facilement et rapidement en faisant des économies d'échelle. Voilà. Le temps partie est terminé, on peut continuer à la pause.
force sont-ils pris en compte? Hein? Est-ce que les apprenants peuvent collaborer dans un même monde virtuel? Alors, le retour de force, oui, il est pris en compte. Il peut être pris en compte avec ce qu'on appelle des bras retour haptiques, enfin un bras retour de force. Donc, c'est pris en compte. Il y a un peu de... ça existe, hein, c'est des bras retour de force, ça s'appelle comme ça. Après, sur l'esprit collaboratif, on peut effectivement maintenant faire en tout cas, ce qui nous concerne, avoir des expériences de formation en collaboration, c'est-à-dire avec plusieurs personnes avec un casque qui sont immergées dans la même scène et qui peuvent échanger et utiliser des objets ensemble, et d'avoir aussi le formateur qui est présent pour aiguiller les apprenants et faire un peu le médiateur de l'expérience. Donc oui, c'est possible. Voilà. Merci.